Bonjour, mon nom est Francine Descaries. J'ai le plaisir de présider ce deuxième panel, Repenser le travail, les femmes dans les métiers traditionnellement masculins. Depuis quand même une quarantaine d'années, c'est un sujet qui nous préoccupe. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre toutes et chacune. Alors, je vais vous présenter notre première conférencière, Sophie Brière. Elle est professeure titulaire au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université de Laval. Elle détient un doctorat de l'École nationale d'administration publique du Québec et un postdoctorat de l'École des développements internationaux et de mondialisation de l'Université d'Ottawa. Ses travaux d'enseignement et de recherche portent sur différents enjeux liés à l'inclusion dans les organisations, notamment au sein des professions traditionnellement masculines, en entrepreneuriat, au sein des conseils d'administration et dans le développement international et l'action humanitaire. Elle mène également des travaux de recherche et de formation sur les biais inconscients et les comportements inclusifs en organisation et sur la gestion de l'accompagnement des organisations de différents secteurs d'activité dans des démarches et des projets EDI et dans une approche participative. Alors, Sophie va nous présenter une communication intitulée « Présence des femmes et autres groupes historiquement marginalisés dans les métiers traditionnellement masculins. Quelles pratiques porteuses pour un changement de culture organisationnelle ?» Sophie, je te cède la parole. Je me lève, hein? Si je veux voir ma présentation, ça va être mieux comme ça. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. J'ai travaillé beaucoup là, ces dernières années sur les métiers traditionnellement masculins, puis ça faisait un petit bout de temps que je ne m'étais pas remis à ça, fait que les gens m'ont dit continue à travailler là-dessus, il y a des besoins, puis c'est vraiment intéressant. Vous allez voir que je vais vous présenter, grosso modo, on a 20 minutes. Je vais vous présenter comme 4 projets de recherche rapidement. Je vais vous donner des références si vous voulez en savoir plus. Là, j'essaie que nos outils soient toujours accessibles en ligne, les ouvrages qu'on publie aussi, nos articles. Donc, 4 projets rapidement, puis après, je sais qu'on a une bonne période d'échange, là, donc... oui, parfait. Donc, je voulais juste vous donner quelques chiffres là, que vous connaissez certainement. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Moi, je travaille là-dessus, ça fait une bonne vingtaine d'années, puis on espère toujours que ça va progresser, hein, les femmes dans les métiers traditionnellement masculins. J'ai des collègues, Isabelle Auclair, avec qui je travaille, là, qui est la titulaire de la chaire Claire-Bonenfant à l'université. On a sorti des chiffres récemment. Ça avance pas beaucoup, hein. Policière, ça stagne, là. Je rentrerai pas dans les détails, mais hein, les femmes dans les STIM, 25%, les mairesses, on en parle beaucoup en politique actuellement, hein, un faible taux de personnes qui se présentent. Bon, les pompières, je vais particulièrement en parler tout à l'heure. Hein. On a peut-être gagné 1% depuis 10 ans, là. Donc, puis je pense qu'il n'y a pas le secteur de la construction dont on a parlé tout à l'heure, mais on passe de 1 à 3. Hein. On avance à 3, on régresse à 2. Donc, en 2025, quand c'est encore notre situation. J'ai mis aussi, je travaille beaucoup dans une perspective intersectionnelle maintenant. Moi, ça fait partie, là, je travaille toujours avec les différents groupes historiquement marginalisés. Dans la perspective féministe, on regarde là, pas juste les femmes dans un groupe homogène, mais une diversité de femmes. Fait que je voulais juste mettre aussi, puis des fois, on parle des... Là, je vais vous parler des femmes pompières, je vais vous parler des femmes dans la construction, puis dans différents milieux. Puis on est toujours pas... Même les chiffres qu'on donne, c'est beaucoup les femmes blanches, hein, je vais vous le dire, là, parce que si on regarde, on extrapole, puis on met ça dans une perspective intersectionnelle, les chiffres diminuent encore de façon drastique, là, si on pense aux femmes racisées, diversité sexuelle, situation de handicap. Donc, et moi, mes recherches, je travaille beaucoup dans la façon où quand on regarde les femmes puis qu'on essaie d'enlever les obstacles, on va parler beaucoup de culture organisationnelle en quelques minutes. Je n'aurai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais quand on travaille les cultures organisationnelles des organisations pour les femmes, bien, par magie, on fait de la place à tous les autres groupes historiquement marginalisés parce qu'on enlève des barrières, on déconstruit des moules, puis c'est ce qui fait que par la suite, bien, on fait de la place à une diversité de personnes. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça que les recherches ont montré. Je voulais juste vous attirer votre attention là-dessus, sur l'actualité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu passer ça. J'ai été particulièrement interpellée à l'année passée. Il y a une journaliste du Journal de Montréal qui m'a appelée puis qui m'a dit « J'ai l'impression que sur les femmes médecins, tu sais, il se passe quelque chose, il y a des inéquités, tout ça. » Puis on a beaucoup le mythe de l'égalité atteinte. Hein? Les femmes médecins au Québec, il y en a beaucoup. Les facultés de médecine sont à majorité féminine.
il n'y a plus d'enjeu, tout ça. Puis elle m'a dit, il me semble qu'il y a des écarts au niveau des salaires et tout ça. Alors j'ai dit, fouille, si tu réussis à avoir les chiffres, parce que c'est très difficile d'avoir les chiffres. Alors elle a fait une demande d'accès à la RAMQ. Puis voyez-vous les écarts salariaux entre les femmes et les hommes médecins au Québec, en moyenne 100 000 $. Puis là, on parle de femmes, même les femmes gynécologues, même les femmes médecins de famille, même les pédiatres. Donc, des professions très féminisées. On arrive encore à ces écarts-là. Donc, c'est assez spectaculaire quand même en 2025. Et là, les femmes médecins me disaient, et moi, je leur ai dit, sortez avec ça. Et elles ne le veulent pas parce qu'elles disent, on est les privilégiés de la société, donc qu'est-ce que les gens vont penser si en plus on se plaint de nos salaires? On a déjà des gros salaires. Alors moi, j'ai dit, si vous autres, vous vous plaignez pas, bien, imaginez les gens qui sont encore plus dans des situations encore plus précaires. Bien, alors, il y a l'Association des pédiatres avec lesquels je travaille qui ont décidé, je ne sais pas si vous avez vu, ça a sorti dans les médias, qui vont poursuivre la Fédération des médecins. Un bel exemple d'obstacle systémique, de discrimination systémique, la façon dont les salaires sont répartis entre les médecins. Donc, imaginez quand on descend encore dans des métiers encore moins normés, donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, donc changer les pratiques. J'en ai parlé tout à l'heure avec une personne dans la salle. Là. On a sorti avec des collègues, là, je ne peux pas toutes les nommer. On a travaillé, on était 7-8 professeurs. On a travaillé sur les femmes dans plusieurs secteurs d'activité. En 2019, j'ai fait des conférences là-dessus. Là. J'étais comme plus capable de m'entendre moi-même répéter ce livre-là, tellement que ça a eu de l'impact parce qu'on a vraiment regardé un ensemble de professions. Ce livre-là, il est en accès libre. Fait que je voulais en parler aujourd'hui. Je me disais des nouvelles personnes, peut-être, qui ne m'avaient pas entendu parler à l'époque. Là. Alors, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ça reste un ouvrage, je pense, de base qui peut être intéressant. Donc, je suis contente qu'il y ait un grand écran, là. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qu'on a fait, vous voyez les professions qu'on avait ici. Donc, on a regardé les avocats, professeurs en sciences et génie, directrices des finances, policiers, médecins, ingénieurs, agents de services correctionnels. Puis, on les a classés sur leur parcours de carrière. Là, quand il y a du rouge, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Quand il y a du vert, ça allait bien. Puis, quand il y a du jaune, on était comme, je pense qu'il y a des enjeux à traiter. Puis, on a fait un ranking. En tout cas, ça a fait bien jaser quand je travaille avec les avocates, là, puis qu'ils voient qu'ils sont en haut, mais pas pour les bonnes raisons, là, parce que... sont dans le rouge. Donc, alors, ça disait, bien, voici ce qu'il faut que vous changez. Puis, regardez les professions en bas, là, des choses qu'on ne parle pas souvent, agent de services correctionnels, gestion collégiale, inspectrice. On a parlé de la CNSST tout à l'heure, MAPAC aussi. Donc, et là, on s'est intéressé à pourquoi ça change. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est qu'est-ce que les organisations peuvent faire. Parce qu'il faut arrêter de dire aux femmes, bien, c'est à toi de t'adapter, c'est à toi de te former, c'est à toi d'avoir... On est comme moins dans ces discours-là, hein, même pour les autres personnes immigrantes au travail. Hein, c'est toujours, le fardeau est toujours sur les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un travail à faire comme personne, absolument, mais c'est vraiment l'organisation qui doit se transformer. Un autre tableau, je vais passer rapidement. Donc ça, c'est les résultats de nos recherches. L'année dernière, le barreau de Montréal, le comité des femmes m'ont appelé puis ils ont dit, Madame Brière, on aimerait ça que vous veniez présenter parce qu'on sort un guide là-dessus. C'est ça qu'on a fait, nous autres. Donc, moi, là, j'étais contente, c'est ma paye de prof sur le milieu, tu sais, l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Alors, ils ont tous regardé leurs pratiques organisationnelles. Donc, quand on dit... il y a quelqu'un, hier, j'avais une formation, il me disait, il y a une différence entre complexité et compliqué. Là, je disais, ça, c'est complexe. C'est vrai, mais c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Il s'agit juste de prendre les moyens. Donc, les organisations qui veulent changer, là, ils savent quoi faire. Mais ils ne le font pas toujours. Je vais vous donner 2 exemples. Donc, ça part du recrutement jusqu'au processus de travail. Il y en a qui le disaient tout à l'heure, il faut revoir nos conditions de travail, comment on harmonise la vie personnelle, tout le climat. C'est là que ça se passe beaucoup, hein, le climat de travail. Là, j'ai pas le temps de tout vous expliquer ça. On a parlé de harcèlement sexuel, les politiques d'harcèlement, comment c'est important. Pas juste les politiques, il faut les appliquer, hein. Puis il faut dénoncer l'accompagnement, les postes de décision. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est vraiment, on a décortiqué toutes les pratiques des organisations qui avaient réussi à passer de 10 % de femmes à 50 %, 60 % de femmes dans ces milieux traditionnellement-là. Et il y avait de la diversité aussi, d'autres formes de diversité. On a parlé de la construction tout à l'heure. Donc, on a eu un mandat de faire une analyse des initiatives parce que les gens, quand ils savent
comment je le dirais? Quand ils veulent faire des choses, mais qu'il y a de la résistance sur le terrain, on fait des études. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Il y a un réflexe beaucoup au Québec de dire, on va aller voir ce qui se fait ailleurs. Comme ça va tellement nous inspirer. Puis c'est vrai que c'est intéressant, mais bien souvent, on pourrait presque dire ce qui va sortir dans les études internationales parce que les pratiques, elles ne changent pas sur ce qu'il faut faire. On a quand même fait une étude intéressante. Là, j'ai mis une photo parce que c'est vraiment... on parle de token, là, c'est vraiment une exception. Là, une femme noire, je pense que j'ai pris ça tantôt, là, mais je pense que c'est une exception. Sur la construction, il n'y en a presque pas, il faut se le dire. Donc, quelques constats qu'on a faits. Donc, il y a des inégalités, obstacles dans l'industrie de la construction. Sont bien connus, hein? Hey, ça fait combien d'années qu'on travaille sur le secteur de la construction? Puis les obstacles. Moi, là, je leur dis, parlez-moi plus des obstacles. Je ne veux plus entendre parler des obstacles. Je veux juste entendre parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on tourne tout le temps autour des mêmes obstacles. Je n'ai même pas voulu les reprendre ici. Les principales pratiques qu'on fait, qu'on a dénotées, la formation, on les forme, les femmes, puis on les forme parce qu'ils ont besoin. Ça, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'être prête, mais c'est que le début, quand on est formé puis on arrive sur un chantier de construction, beaucoup d'obstacles nous attendent au-delà de la formation qu'on a. Beaucoup de mesures individuelles. On va leur donner du mentorat. On va les accompagner. Ils ont besoin d'accompagnement, les femmes. Donc ça, on met beaucoup l'accent là-dessus. Des pratiques qui sont surtout portées par des groupes de femmes, des syndicats, des organisations à but non lucratif. La grosse découverte que moi, j'ai fait, mais que j'ai mis de l'avant, c'est en gros, là, c'est les entreprises qui doivent changer leurs pratiques. Comment ça se fait? Puis moi, j'étais prête à dire, on va aller sur le terrain, puis on va accompagner des organisations pour qu'ils changent leurs pratiques. Qui regardent les mesures de sécurité, la culture aussi, comment on est accueilli, parce qu'au bout d'un an ou deux, là, si on est harcelé, puis on a des micro-agressions, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires là-dessus. Pas de toilettes pour les femmes, pas de sites chauffés, des horaires incroyables. Tantôt, on parlait des congés de maternité qui ne sont pas respectés, tout ça, bien, ça fait que les gens, ils quittent. Donc, vous savez, l'inclusion, là, on a beau essayer de faire fitter quelque chose, là, si ça ne se transforme pas dans la culture, ça va. Alors, c'est pour ça que les gens repartent. Je vais terminer avec un autre, tout récent. Là, je vais vous présenter quelques résultats. Je vais assez vite. Là. Je ne sais pas si je suis dans mes temps encore. Je dois parler vite pour vous en arrière. Non, c'est parfait. Merci. Parce que habituellement, je peux parler bien longtemps. Alors là, j'essaie de tenir mon temps. Donc, on a eu une demande encore là d'une étude du ministère de la Sécurité publique qui voulait voir les bonnes pratiques en matière d'insertion des femmes dans les services incendies dans différentes parties du monde. Là, on a fait vraiment une grosse scoping review. Là, je vous passe toute la méthodologie qu'on a fait. Et je vais vous présenter quelques résultats. Puis, mais le rapport vient d'être déposé, donc il n'est pas public encore, là, donc je ne peux pas partager ça avec vous là, au niveau du rapport en ce moment, mais ça devrait venir. Puis ma question pour vous, là, c'est est-ce que, tu sais, tantôt, je vous ai montré plein de pratiques à changer au niveau de la culture, des pratiques. Est-ce que vous pensez qu'on a découvert des nouvelles choses? Donc, de 2019, ça me tente que c'était ça en 1919, de 2019 à 2025, on arrive, j'aurais pu leur dire là, les mêmes choses. Mais là, je vous ai fait un beau schéma. Ça, c'est mon nouveau schéma que j'ai fait cette semaine. Moi, je suis schéma, là. Une recherche, un schéma ou deux, parce que c'est ça qu'on retient. Moi, je suis beaucoup sur le milieu. Ça, il faut que je présente ça à toutes les DG de services d'incendie en juin sur le terrain. Puis je peux vous dire que ces gens-là, ils lisent pas beaucoup, là. Ils n'ont pas le temps. Puis les gens de la construction non plus, là. Moi, quand on a fait l'étude sur la construction, puis là, ils voulaient que je fasse une formation en ligne avec des théories, là. Moi, j'ai dit non. Non. Parce qu'ils ne le feront pas. Ils sont sur le terrain, c'est des gens, tu sais, tout le monde qui travaille là-dessus nous dit, il y a des formations sur le harcèlement sexuel, là, un petit 3 heures en ligne à leur présenter les lois, là. Tout le monde nous a dit ça. Par contre, il y a une collègue de leur milieu qui est sur les chantiers de construction, qui a développé des études de cas sur le terrain, sur ce qui se passe en termes de microagression, de harcèlement. Ça fonctionne. Tu sais, puis ils reproduisent. Alors, il faut des fois avoir les bons moyens aussi. Donc, voyez-vous, ce qui ressort dans vers une... Et la culture, là, c'est pas... Ce qui a peut-être évolué par rapport à l'autre schéma, c'est que souvent, on met la culture dans une case, hein? Mais là, c'est tout ça, la culture.
La culture, là, c'est ce qui se passe dans la société. Hein, si on veut changer une culture organisationnelle, c'est les pratiques organisationnelles, ça fait partie de la culture aussi d'inclusion. L'inclusion des individus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les individus se sentent bien dans leur travail, se sentent inclus? Mais il y a une inclusion au niveau collectif à faire. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur les comportements inclusifs, les biens conscients avec tout le monde. Tout le monde dans l'organisation, alors pas juste un groupe. Donc, vous voyez, on a travaillé sur l'équipement, des bonnes pratiques sur les tests physiques encore. La question de la force physique, ça revient encore, mais les pratiques montrent que c'est un faux enjeu maintenant, avec tout le travail qui change, les technologies, les équipements. Les pompiers-pompières, ils nous disaient, on va leur donner un équipement plus petit. Non, c'est la morphologie. Une femme, elle n'est pas plus petite, plus grande, elle n'est pas faite pareil. Donc, des choses simples, tu lui donnes un bon équipement, puis la personne, ah oui, vous pensez? Oui, parce que si tes bottes sont trop grandes, ton kit est trop lourd, ça ne fonctionnera pas pour toi. Donc, des petites choses, des fois, les vestiaires, il n'y a pas de vestiaire pour les femmes dans les services d'incendie. Ça te tente-tu d'aller dans le vestiaire de gars, de changer le soir, là, quand ça... C'est simple faire un vestiaire, il me semble. Mais là, les gens disent, ouais, bien là, c'est parce qu'on perd de l'espace. On a juste 2 pompières, puis on est obligé de leur faire un vestiaire. Bien là, nous, les gars, on est obligés d'être à l'étroit. Donc, travailler la culture, les perceptions, hein, donc des choses qu'on peut faire. Donc, je ne rentrerai pas tout là-dedans, malheureusement, je n'ai pas le temps, mais vous voyez un peu l'ensemble, hein, la santé, sécurité, tous les cancers. Vous avez vu les cancers qui sont... avec les pompiers-pompières, mais les cancers de femmes, c'est pas la même chose, là. Puis l'allaitement, là, on regarde les feux quand tu allaites ou quand tu es, c'est sûr que tu es retiré, mais ça reste que ça a des impacts quand même, ça peut continuer. Donc, toutes ces études-là qui font la différence, gérer le changement aussi. Maintenant, je travaille beaucoup. Je termine avec un dernier projet de recherche sur lequel je travaille. Là, je suis là-dedans à temps plein, presque. Donc, vous avez vu tous les changements au plan organisationnel qu'on doit faire, que ce soit les milieux traditionnellement masculins ou autres. Donc, on a un projet de recherche sur les biens conscients et comportements inclusifs avec 3 organisations de la Ville de Québec, le CHU, un hôpital, la Ville de Québec et l'Université Laval. On a le goût d'avoir un impact Québec parce que tout le monde nous dit qu'à Québec, on est homogène, puis on n'est pas diversifié, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va prendre les 3 plus gros employeurs. Donc, 3 comportements qu'on essaie de développer avec eux autres. On développe leur inclusivité dans une perspective intersectionnelle. Donc, j'ai des pompiers, j'ai des gens en service, des médecins, des gestionnaires. On est tous ensemble. On a un groupe d'à peu près 30-40 personnes. Et puis, on développe ces 3 comportements-là. Donc, reconnaître les inégalités, reconnaître ses biais, parce que ça, c'est un bon point de départ. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y en a pas d'égalité, qu'ils n'ont pas de biais, que tout est beau. Dialoguer. Ça passe beaucoup par la communication, l'écoute, hein, avec les différents groupes, et agir. Moi, je suis en gestion. Tantôt, j'entendais qu'en gestion, on est peut-être un peu pas dans une perspective de changement. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, en tout cas, moi, dans ma perspective, c'est pas parfait, mais on essaye vraiment d'être sur le terrain, à essayer de dire... Moi, quand les gens partent, on avait une formation hier sur la diversité religieuse. Quand les gens partent, c'est tu repars avec quoi? Qu'est-ce que tu vas changer concrètement dans ton milieu? C'est ça que les gens ont donné des outils. Alors, juste, je termine avec ça. Alors, moi, j'appelle ça mon laboratoire de recherche. Alors, on organise 9 formations de 3 heures avec voyez-vous, les thématiques. On a fait une fresque de l'inclusion, expliquer, sensibiliser c'est quoi les concepts liés à l'inclusion. Je ne sais pas si vous avez connu la fresque du climat, donc on s'est inspiré un petit peu là-dessus. On travaille sur les personnes racisées au travail, les personnes issues de la diversité, pluralité de genre. On en parle beaucoup ces temps-ci, hein, puis des enjeux qu'ils vivent avec ce qui se passe aux États-Unis. Personnes en situation de handicap, genre et intersectionnalité. On a fait un petit jeu, je ne sais pas si vous connaissez les 1000 pas sur la gestion de carrière. C'est des Françaises qui ont développé ça. Premier peuple, diversité religieuse. On a fait du théâtre forum avec nos gens. Donc, on va les suivre parce que les gens nous disent aussi que la formation, ça donne rien, ou la formation sur les biais, ça donne rien, ou la formation sur l'EDI, ça donne rien. Fait qu'on essaie de voir dans notre laboratoire. Donc, on a des questionnaires, on mesure si ça a un impact pour eux. On pense que oui, là, ça fait 9 fois 3 heures de formation. Il y a une petite communauté de pratique qui est en train de se créer là. Donc, ça aussi, on va avoir les résultats bientôt là, en parlant à nos gens sur ce projet-là. Je voulais juste terminer. Je sais qu'il y a des... Moi, je ne pourrais pas rester cet après-midi, mais je pense qu'il va y avoir un panel sur la recherche.
et le genre. Donc, on lance un numéro spécial dans la revue Sciences de l'éducation, donc sur l'inclusion dans le milieu de l'enseignement supérieur, bilan, regard critique, nouvelles perspectives, avec des collègues en France et Alain Stocklès de l'UQAM aussi, qui est en sciences d'éducation. On voulait lancer ce numéro spécial-là avec la revue, ils nous ont dit 2028. Puis là, quand on a envoyé le texte avec tout ce qui se passe aux États-Unis, puis tout le DI, les critiques et tout ça, ils ont dit on le sort tout de suite. Fait que là, ils ont sorti ça la semaine prochaine. Fait que si ça vous intéresse de publier, je pense que c'est un peu notre façon à nous de réagir à ce qui se passe. Hein, puis je pense qu'il se fait vraiment des choses intéressantes depuis quelques années en EDI. Donc, on va essayer de mettre ça de l'avant, mais aussi dans une perspective critique. Donc, c'est une invitation que je vous fais. Je suis correcte? Ah, très bien. Il te reste 2 minutes, même. Ah, il me reste 2 minutes. Ben non, j'ai terminé. Je vais répondre aux questions. Merci. Alors, merci, Sophie, d'avoir été très respectueuse de ton temps. Ça nous donnera plus de temps un peu pour faire la discussion. Alors, maintenant, je vais vous présenter la deuxième communication. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter notre panéliste. Alors, il s'agit de Diane Gagné. Diane a été la première technicienne ça va? Alors, peut-être que je voudrais commencer par dire que Diane a été la première technicienne en pétrochimie au milieu des années 90. Elle est maintenant professeure titulaire au département en gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en relations de travail et en politique publique de l'emploi. Ses intérêts d'enseignement et de recherche en lien avec la situation des femmes sont la difficile mixité en emploi, la citoyenneté au travail, les discriminations systémiques, on connaît EDI, équité, diversité, inclusion, la précarité et en emploi, la recherche féministe et l'intersectionnalité. Enfin, les influences des politiques publiques de l'emploi sur les enjeux de discrimination systémique. Alors, Diane, le titre de sa communication se lit ainsi: un regard multidisciplinaire sur la situation de femmes œuvrant en ingénierie au Québec dans les domaines où elles sont largement minoritaires. Et elles le sont encore, je pense bien. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisatrices de me donner la chance de venir vous présenter la dernière recherche que j'ai menée avec, justement, où j'en suis très fière. Cette recherche qui a été subventionnée par la Commission des partenaires du marché du travail. Et on a eu la chance de travailler vraiment avec des étudiantes et ma co-chercheuse de 2 milieux tellement différents. Moi qui est en sciences de la gestion et ma co-chercheuse, Louise Lafortune, qui est aussi membre du RECEP, du département de sciences d'éducation, l'enseignement des mathématiques. Fait que ça avait des perspectives tellement différentes qu'on a pu aborder le terrain d'une autre façon. Puis, on a pu travailler avec des étudiantes. On avait une en histoire, une en sciences de la gestion, une en philosophie, puis une en mathématiques. Fait que ça a donné une perspective parce qu'on a co-construit nos grilles, on a fait notre travail ensemble en mettant de l'avant chacun de nos cadres, nos référents. Puis, on a sorti, c'est un peu l'originalité de cette recherche qui m'a sorti un peu de ma zone de confort. Parce que moi, je connaissais quand même très bien le milieu non traditionnel du raffinage et des mines, mais d'aller plus en amont, et ça a ouvert des perspectives qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire toujours la même affaire? Pourquoi 40 ans plus tard, c'est encore la même chose? Cette multidisciplinarité-là, vous allez voir, nous emmener des regards plus diversifiés. Comme nous aussi, comme Sophie, les 2 ouvrages, le livre qui est plus grand public et le rapport de recherche sont en accès libre chez JFD. Il n'y a pas de nouveau, tout le monde en a parlé aujourd'hui. La problématique concernant la mixité en emploi prend racine dans les transformations du marché de l'emploi. Quand on parle de mixité, c'est moins de 30 % de femmes ou moins de 30 % d'hommes dans un domaine donné. Évidemment, les femmes expérimentent différents obstacles. 40 ans plus tard, la question de mixité en emploi demeure un enjeu stratégique, pratique et théorique important.
Puis, ça amène ce constat de citoyenneté au travail à géométrie variable pour les femmes. Puis quand je parle de citoyenneté au travail, c'est qu'elles aient une part égale. Puis moi aussi, j'ai sorti quelques petites statistiques, mais parce que je savais que Sophie était encore plus outillée que moi. Et c'est hallucinant à quel point ça ne change pas. Plus ça change, plus c'est pareil, et c'est dérangeant. Donc, la persistance aussi, même si on parle de DI en disant ça sort de la frilosité, parce que quand on ose parler de discrimination systémique et les mots en isme, de racisme, de sexisme et d'agisme, et que c'est pas facile. Mais EDI, c'est quand même un mot où les gens se retrouvent un peu plus, et c'est comme plus visuellement ou audiblement acceptable, ça les rebuffe moins. Surtout au niveau de la gestion. Là. Quand on aborde les employeurs avec l'idée de l'EDI, ça les fatigue moins sur le marché de l'emploi que quand on parlait de discrimination systémique. Et pourtant, c'est les mêmes actions qu'on leur recommande. Hein? On ne change pas. Là. Les objectifs de la recherche, bon, évidemment, comme tout le monde, c'est de comprendre, d'essayer, mais c'est surtout faire changer les choses. Comment on fait pour faire changer les choses si on sait que ça fait 40 ans que c'est pareil? Puis pas faute que les gens s'impliquent, là. Les femmes s'impliquent, les collectifs s'impliquent. Qu'est-ce qui arrive? Hein? C'est pour ça qu'on s'est concentré dans le cadre de cette recherche-là sur le secteur du raffinage et des mines, parce que, bon, j'avais quand même un accès assez privilégié. Puis avec les mines, bien, ma collègue Louise avait un accès encore plus privilégié. Moins de 20 % de femmes, évidemment. Mais pendant qu'on faisait de la revue de littérature, c'est une de nos étudiantes qui a trouvé cette citation-là. Un homme est a priori jugé compétent jusqu'à ce qu'il fasse la preuve de son incompétence. Une femme est jugée incompétente jusqu'à ce qu'elle fasse la preuve de sa compétence. Ça m'a tellement interpellée. Ça mettait des mots sur des mots. Hein, moi, j'ai toujours pensé, on parle tout le temps, ah oui, mais ça explique nos biais, ça explique les préjugés. Puis c'est tellement une façon d'être, tellement ancrée dans les milieux de travail que j'ai étudiés. Puis je présume que ça doit être la même chose pour Sophie, puis on va voir la même chose avec les DJ. Donc, ça nous permettait de dire, « Hey, c'est pertinent, pas encore à peu près, même si ça fait 40 ans qu'on en parle. » Les femmes, c'est quand même 47,4 % de la population active, 58 % qui sont dans la fonction publique québécoise. Encore 85 % en santé, en soins, en travail de bureau, en administration, en éducation. 15 % dans le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Et du raffinage, quand on parle quand on parle de l'opération, c'est même pas 1 %. Et dans le secteur des mines, on dit 17 %, mais quand on parle des opérations, c'est même pas 4 %. Fait que c'est un peu, ça rejoint à ce niveau-là, le milieu de la construction, c'est des milieux où on n'arrive pas à faire décoller ça pour toutes sortes de raisons. Et la construction en 2023, oui, plus ou moins 3 %. Ça joue toujours. Et quand on veut donner des explications, qu'elles soient théoriques, pratiques et tout, on dit « Ah, mais les femmes ne sont pas intéressées. » Ben oui, ils ne seront pas intéressés à aller dans des emplois où c'est plus rémunérateur. Parce que le secteur des mines et du raffinage, il ne faut pas se cacher, là, c'est les secteurs qui sont très, très, très payants. Là. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi, quand j'ai lâché en 2001, je gagnais 85 000 $ mon dernier T4. Et comme professeur, ça m'a pris jusqu'en 2017 pour aller chercher ce salaire-là, et j'ai lâché en 2001. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est payant, le secteur du raffinage. Le bassin est insuffisant, et ça, oui. Mais pourquoi il est insuffisant? Est-ce qu'on se pose la question? Et avec Louise, c'est ça qu'on s'est posé. Et ça remonte bien en amont du marché du travail. Puis on va le voir très rapidement. Puis lâchez-moi l'idée là, que c'est une question de sexe puis de genre. Le sexe, là, morphologiquement, il n'y a rien, il n'y a pas une étude qui prouve que c'est grave à cause du sexe. Mais beaucoup d'études démontrent que c'est à cause du genre. Parce que le genre, c'est un construit social, collectif. C'est des idées, c'est des règlements implicites ou explicites qu'on donne au rôle que chacun doit avoir. Bon, on va aller vite
pour la recherche, les personnes, on a rencontré 120 personnes. Ça, c'est quand même intéressant de le dire. Grâce à Louise, d'ailleurs, parce qu'au même moment où on avait cette subvention, j'étais nommée directrice de l'école de gestion. Fait que vous croyez que c'est pas mal une chance que Louise était là pour aller sur le terrain, parce qu'on ne serait pas aussi avancé aujourd'hui. Mais on a rencontré 120 personnes. Des femmes qui œuvrent en ingénierie, des femmes autochtones, des femmes issues de l'immigration. On a rencontré des femmes professeurs en ingénierie. On a rencontré des directions de ressources humaines pour savoir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles faisaient. Des personnes aussi qui travaillent dans des organismes pour aider les femmes issues de l'immigration ou les femmes autochtones à intégrer les marchés de l'emploi, des femmes autochtones, des femmes issues de l'immigration. Et on a eu la bonne idée de rencontrer 10 hommes. Ça s'est imposé parce qu'à un moment donné, on se disait, mais finalement, un peu comme Sophie disait, mais qui dirige? Si on veut que les organismes changent, si on veut que les entreprises changent, bien, il faut les sensibiliser, ces hommes-là, puis il faut connaître leur perception. Fait qu'on a finalement rencontré une dizaine d'hommes aussi dans le cadre de cette recherche. Bon, la difficile mixité en emploi, brièvement, là, je ne ferai pas plus le portrait que ça. Ça part de la Charte des droits en 1975 qu'on a commencé à officialiser et à reconnaître qu'on avait un fichu de problème. On a mis en place des programmes d'accès à l'égalité et d'équité salariale qui ont migré vers les politiques de DI dans le but, toujours évident, de déconstruire la discrimination systémique, mais on oubliait un peu cette idée d'intersectionnalité et c'est important, aujourd'hui on le réalise, parce que les groupes ne sont pas homogènes. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les groupes ne sont pas homogènes. Chacun a des réalités, chacun vit des choses. Puis l'intersectionnalité fait prendre en considération, puis ça oblige à penser, mais si tu es une femme issue de l'immigration, si tu es une femme autochtone, si tu es une femme handicapée, si tu es maintenant quelqu'un où tu ne veux plus être associé à un genre, c'est compliqué maintenant, et il faut en prendre compte si on veut faire avancer les choses. Mais l'empêchement majeur, c'est le fameux triptyque préjugés, stéréotypes et idéologie. Là, on tombe dans le regard multidisciplinaire, et c'est ça qui est intéressant. Puis les résultats, vus à la lumière des participants de notre journée d'études à l'ACFAS 2024 l'année passée, Marie-Eva, qui est une doctorante en gestion, elle, quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux retenir? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces femmes-là, ces personnes-là qu'on a rencontrées? » Parce que finalement, à la fin, on a rencontré aussi des hommes. Elle s'est surtout préoccupée de la situation des femmes issues de l'immigration. Étant elle-même une femme issue de l'immigration, elle était particulièrement intéressée. Puis, ce qui l'a frappée, elle, comme doctorante, c'était cette idée des parcours contrastés et l'espoir que la diffusion de nos résultats puis l'accessibilité à ces résultats-là vont faire changer les choses. Jessica Bellil, qui, elle, est une étudiante en mathématiques, elle, ce qui disait, elle a rencontré toutes les étudiantes. Elle a fait des groupes de discussion avec des étudiantes au secondaire, des étudiantes au cégep et des étudiantes qui étudiaient à l'université en génie. Elle, ce qu'elle a retenu en 3 points, c'était les barrières rencontrées puis les motivations, là, sont les mêmes, surtout pour les étudiantes universitaires, que les femmes en milieu d'emploi. C'est-à-dire que même à l'université, puis même au cégep, mais à moins grande échelle, les mêmes préjugés, les mêmes billets, les mêmes stéréotypes sont véhiculés. Les filles vivent le même syndrome de l'imposteur, ce qui est revenu souvent au sein des étudiantes. Fait qu'on a beaucoup de travail à faire, même en amont du marché de l'emploi. Cathy Deneau, qui, elle, est directrice de l'Association minière du Québec, qui est une personne praticienne qui travaille beaucoup avec les entreprises, les organisations qui veulent changer, qui veulent intégrer les femmes, elle disait, bien, c'est important de créer des espaces de réflexion. Et ce genre d'organisme-là, les recherches comme Sophie mène, c'est ça que ça crée, des espaces de réflexion pour changer nos paradigmes, pour sortir de la boîte noire, finalement. Elle disait aussi, il faut être ouvert aux différences dans les milieux de travail parce qu'il faut faire avancer, puis il faut écouter. Puis c'est pas évident. Puis
Elle aussi, elle répétait souvent l'expression que j'aime tant. Un éléphant, ça se mange par petites bouchées. Mais il serait temps qu'on soit un petit peu plus gourmand pour le commencer à le manger un petit peu plus, cet éléphant-là. Louise Dufresne, qui est une ingénieure retraitée qui maintenant est entrepreneur, elle disait, c'est les mêmes défis, c'est les mêmes obstacles que quand j'ai commencé il y a 40 ans, il y a 50 ans. Elle dit, c'est la même chose, les mêmes... Puis elle dit, ce que je revois, c'est que pour aller dans ces milieux traditionnellement masculins, c'est les mêmes plaisirs et les mêmes motivations, mais c'est encore les mêmes barrières. Puis c'est la même adoption du comportement masculin qu'on revoit, qu'on retrouve. Pourquoi on ne pourrait pas être une ingénieure? Pourquoi on ne pourrait pas être une auteure ou une autrice? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on s'approprie encore, c'est devenir encore one of the boys? Ce qui était le cas à la raffinerie, évidemment, souvent, ou d'être dans le déni de ce qu'ils nous font, c'est pas OK, parce que, comme tu l'as remarqué, Sophie, c'est qu'en fait, on ne veut pas changer. Tu sais, on veut changer, mais on ne veut pas déranger, surtout. Parce que quand tu déranges, par expérience, ben, tu finis par quitter parce que c'est trop souffrant. Hein? Parce qu'à un moment donné, tu es tanné d'être le punching bag ou tu es tanné d'être toujours celle qui dérange. Tu es toujours d'être tanné d'être celle par qui le malheur arrive. Moi, ce que je veux vous partager, ben, c'est l'originalité de la recherche. J'ai eu vraiment un plaisir fou à faire cette recherche-là avec des milieux aussi variés qui nous ont sortis de notre zone de confort, avec désespoir ou désespérance ou la pertinence encore de ce genre de recherche, puis de diffuser encore et toujours cette recherche-là, et de voir, mon Dieu, qu'il en reste encore beaucoup à faire. Puis on l'a vu ce matin, puis on va le revoir encore cet après-midi, puis on va certainement le voir avec les femmes DJ. Marie-Amélie Lacroix, qui est une consultante autochtone, elle nous disait, écoute, elle dit, ce qu'elle a beaucoup apprécié, c'est l'ouverture des personnes qui étaient là, puis d'avoir sa parole. Puis ce que j'aimerais vous dire, bien, elle disait les préjugés à propos des personnes autochtones, mais elle nous a amené à réfléchir avec 3 définitions ou 3 appropriations de mots qu'elle a pris, puis qui nous a permis d'analyser autrement nos résultats, si on veut. Quand elle nous parlait d'autonomisation, elle dit qu'il faut penser, c'est l'accueil des personnes et des savoirs autochtones. Elle trouve que dans leur pratique, ce qu'ils voient, c'est que c'est très difficile d'accepter cette différence-là. Quand on parle de décolonisation, ben, elle dit, il faudrait penser à guérir des blessures du colonialisme. Les gens ne s'approprient pas cette perspective-là. Et quand elle parlait de réconciliation, ben, elle dit, il faudrait tout d'abord que les gens reconnaissent qu'on puisse se rencontrer pour ensuite être capable de guérir, puis se réconcilier. Ça nous a emmené une perspective que je dirais, puis ça nous a permis de comprendre vraiment à quel point il n'y a pas de mesures pour lutter contre le racisme, contre la discrimination systémique. Louise, bon, bien évidemment, c'était la partie très technique, très organisée, elle met l'emphase sur les recommandations qu'on fait, qu'on va voir un peu plus tard, les 2 référentiels de compétences qu'on a mis, qui sont disponibles dans le rapport de recherche et dans le livre, et d'un modèle pratique pour outiller les gestionnaires, et la grille d'auto-évaluation, j'ajouterais, créée par Jessica Morin, pour identifier nos sites web. On veut faire du recrutement, mais les pièges qu'on a dans ces sites web-là, ce qui m'amène à dire, bien, Jessie, elle était fière de dire, bien, j'ai pu voir puis faire ressortir que dans tous les sites web qu'on a identifiés, les femmes sont souvent en position statique, sont souvent toutes seules, tandis qu'on voit les hommes dans des positions dynamiques, qu'on voit les hommes qui font des choses, tandis que les femmes sont souvent le token, la plante verte, hein, la belle plante verte. Puis Évangeline Plante, qui est un haut cadre de Rio Tinto, bien, elle, ce qu'elle dit, ce qui ne l'a pas surpris du tout, c'est ça qu'elle voit sur le terrain. Ce qu'on a comme résultats qui sont dans notre rapport, qui sont dans le livre, c'est ça qu'on voit sur le terrain. Puis, pour les employeurs, c'est le bassin disponible. C'est ce qui m'amène à parler de
ce qui est important, c'est quoi les plus grands défis en gestion de l'égalité dans nos milieux de travail? C'est le contrat social, c'est la transformation du marché, puis c'est tous ces obstacles-là qui sont conscients ou inconscients, qui emmènent nécessairement des préjugés, des disparités, des inégalités de pouvoir. Les femmes, là, quand ils vont à l'école, est-ce qu'on leur enseigne à négocier leurs conditions de travail? Est-ce qu'on leur enseigne à dire « Hey, tu vaux tant ». Non, on les apprend à être fines, à être gentilles. « Hey, fais pas trop de bruit, va pas trop parce que tu vas déranger ». Il faudrait leur donner des leçons de leadership 101 plutôt que de leur dire « Hey, continue à être gentille et souple ». Non, une fille qui crie, c'est une hystérique. Un homme qui met son poing sur la table, lui, c'est un revendicateur. Hein? Moi, quand je faisais du mouvement syndical à la raffinerie, je n'étais pas une revendicatrice, j'étais une chialeuse. On s'entend. Intégration, les intégrations sont difficiles. L'éducation, il y a des doubles standards. Puis pourtant, les enquêtes PISA nous démontrent vraiment hors de tout doute que le Québec performe. En mathématiques, on est d'un premier, on se classe dans les premiers. Mais on ne veut pas ou très peu entendre parler de mathophobie puis d'anxiété, surtout chez les jeunes filles. Aussitôt qu'elles rencontrent une première difficulté, « Ah, ben oui, mais les filles, c'est fait pour aller en care, c'est fait pour aller en éducation, en service. Pas grave si tu n'es pas bonne en mathématiques. » Ben, si dès ta première année, deuxième année, troisième année, tu te fais dire « c'est pas grave les mathématiques », ben comment tu veux te rendre en ingénierie? Comment tu veux te rendre dans des métiers traditionnellement masculins? Ce qu'il faut faire, et là, Louise n'est pas contente quand j'écris ça, mais moi, je pense qu'après 40 ans, il faut mettre des injonctions. Il faut faire des choses, il faut faire changer les choses. Fait que je sais que je devrais dire ce qu'il faudrait, ce qu'on devrait prioriser. Non, il faut qu'on bouge, il faut faire des choses, puis c'est ensemble qu'on va en faire, puis c'est en incluant les hommes aussi, ce qu'on oublie souvent. C'est les hommes qui vont faire changer les choses. Regardez le congé de paternité, par exemple. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le milieu de la raffinerie, moi, j'ai bénéficié du retrait préventif, j'étais la première. Je peux-tu vous dire que quand j'ai demandé le congé pour allaitement, la CSST ne savait même pas que j'avais accouché. Ça vous donne ça une idée? Que l'employeur n'avait même pas rempli les papiers comme il faut. Fait que, heureusement, j'avais un syndicat qui m'a défendu, puis l'employeur est obligé de continuer à me payer. Le dossier s'est réglé 18 mois plus tard. S'il avait fallu que j'attende le temps pendant que j'allaitais. Puis quand je suis revenue au travail, je me suis fait dire par mes collègues que j'abusais du système. Puis là, je les ai dit, « c'est-tu drôle? Je suis monoparentale, j'ai un bébé. Si vous autres, vous êtes en garde partagée puis vous avez vos enfants, pourquoi vous rentrez pareil la fin de semaine? » Ah, c'est donc bien vrai. Tu sais, mettons que, de temps en temps, des fois, il faut les allumer, ces petites bêtes-là. Hein? Et 2 critères que je trouve importants, qui peuvent être des barrières ou des ouvertures, c'est l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, qu'elle soit de la dimension familiale, on sait tous, nos proches, est-ce qu'ils nous aident, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils veulent, la dimension scolaire, comme on a vu un peu tantôt, la dimension sociale qui va dans l'égalité des sexes, dans les préjugés, les stéréotypes qu'il faut déconstruire, hein, parce que le mythe de l'égalité atteinte, là, on s'entend que ça demeure un mythe. Donc, c'est intéressant. Et les pratiques managériales qui peuvent, oui ou non, favoriser l'inclusion. Pour être moi aussi dans les temps. Conclusion. En ingénierie, dans les secteurs à l'étude, de nombreuses femmes œuvrent pour faire reconnaître leurs compétences. Ce qu'ils nous ont demandé souvent, c'est de renforcer le soutien institutionnel, du mentorat qui est peu existant, surtout dans le secteur des mines, parce qu'ils s'en vont, c'est beaucoup le fly-in, fly-out. Hein? Fait qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, il n'y a pas beaucoup de mentorat. Donc, il faut favoriser pour le secteur des mines la facilité de la conciliation travail-famille, parce qu'il y en a une qui nous a raconté, puis je vais vous laisser là-dessus. Elle dit, quand j'ai accepté un poste dans une mine, elle dit, tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants? Elle dit, mon conjoint, ça fait 10 ans qu'il travaille dans les mines. Il n'y a jamais personne qui a demandé qu'est-ce qu'il va faire avec les enfants. Donc, il faut se poser la question, pourquoi elle quitte? Ça va être ma prochaine recherche.
Quand on nous invite à animer un débat, on nous dit qu'on est là pour donner la parole. Mais j'ai comme l'impression des fois qu'on est surtout là pour couper la parole, alors qu'on voudrait en entendre bien davantage. Alors, si vous permettez, pour respecter l'horaire, on va passer déjà à notre troisième présentation. Nous avons ici un duo pour présenter celle-ci. Il s'agit de Colline Sénac, qui est professeure en communication au département des sciences humaines, lettres et communications de l'Université TÉLUQ. Elle est spécialisée dans l'analyse critique des dynamiques de pouvoir, des injustices épistémiques et des interactions sociales au sein des organisations. Ses recherches portent notamment sur les approches critiques de la communication organisationnelle ou, pour décrypter les enjeux du pouvoir dans les organisations, elle explore notamment les mécanismes de marginalisation des savoirs, les pratiques alternatives de connaissance et d'engagement au sein des organismes. Sa colistière est Amélie... excusez-moi, je viens de perdre mon... Gaudreau-Sauvé. Je viens de perdre mon feed. Il va revenir. Alors, voici. Sa colistière est Amélie Gaudreau-Sauvé, qui est étudiante au doctorat en administration à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Sa recherche porte sur les approches critiques du management, avec une orientation particulière sur les méthodologies ethnographiques. Elle analyse les dynamiques de pouvoir, les processus de subjectivisation et les pratiques organisationnelles à travers une perspective réflexive et située. Alors, je vais vous laisser avec le titre de leur présentation. On en a déjà fait allusion. « Travailler la nuit comme DJ, productrice et chercheur. Comment naviguer dans l'industrie de la musique électronique au Québec en tant que femme. » Mesdames, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce beau colloque. Nous, en fait, on vous présente une recherche qui a débuté en 2021, donc au départ sur les femmes DJ et les programmatrices. Et finalement, ça a pris un engouement tel que, au début, on était avec Amélie, ici présente, et Nancy Homé, qui a participé tantôt au premier panel. Et finalement, on continue les recherches avec plus largement une étude sur la vie nocturne à Montréal et aussi, peut-être, on attend les subventions, on attend les réponses pour faire plus une recherche partenariale avec différentes organisations dont je vais devoir taire le nom. Et notre équipe s'est aussi agrandie avec récemment Alexandra Beauchemin-Ferland et Samuel Lamoureux. Donc là, on va vous présenter, en fait, les recherches sur c'est quoi travailler la nuit. Mais avant de commencer, je voulais vous demander à main levée qui c'est qui a déjà travaillé la nuit, donc dans un bar, un restaurant. Oui, parfait, OK. Les raffineries. Un petit peu moins vite, peut-être. Parfait. Donc, quand même pas mal de personnes ici présentes. Et je voulais savoir qui c'est qui a déjà mené des recherches sur la nuit. Ah, super. Les recherches la nuit. Les recherches la nuit. Les recherches la nuit. OK, super. Bien, vous voyez que donc il y a quand même pas mal de gens qui travaillent la nuit, mais qui ne font pas nécessairement des recherches la nuit. Alors, c'était pour vous montrer c'est quoi, oui, travailler de jour, c'est quand même pas mal étudié, mais surtout, ben là, on va vous montrer comment travailler la nuit en tant que DJ programmatrice, mais aussi, on s'est inclus dans la recherche parce qu'on a appris des personnes avec qui on travaillait, puis comme on faisait de la filature, ce qu'on appelle, donc, on a suivi les personnes dans leur milieu. Donc, nous-mêmes, on a appris du milieu dans lequel on était immergés. Alors, on va vous montrer un petit peu... nous, on s'est intéressés à l'industrie de la musique électronique. Ce qu'on voit, c'est qu'on s'est demandé si c'était un monde exclusif. La littérature le dit, les premières données aussi qu'on avait vues le disent aussi. Quelque chose de très concret, par exemple, dans une des salles les plus réputées, un nightclub très connu dont je dois taire le nom, il y a des toilettes, mais qui ne sont pas nécessairement possibles pour les femmes. Il n'y a pas de porte fermée. Donc, c'est un des aspects très concrets là, de pourquoi est-ce que c'est quand même un milieu qui était traditionnellement masculin, mais qui reste avec
il reste toujours un peu masculin, c'est le cas, mais c'est aussi qu'il y a certains processus d'exclusion qui sont apparents, enfin qui sont vraiment présents dans les milieux qu'on a pu constater. Dans la littérature, on voit quelques chiffres. Donc, par exemple, Digg, Différence et inégalité de genre, a vu que avant la pandémie, parce qu'après la pandémie, ça c'est une autre histoire, puis il n'y a pas encore de recherche là-dessus, mais ce qu'on les données le prouvent, c'est qu'il y a une très faible représentativité des femmes dans les festivals québécois, c'est par exemple 10%. Plus précisément, en 2019, donc on voyait seulement 8% de femmes à l'île Sonic et entre 23 et 30% des femmes à Mutech. C'est évidemment femmes, c'est des personnes de genre féminin. On inclut aussi les personnes non binaires. C'est pour ça que, par exemple, Mutech a considéré entre 23% et 30%. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une volonté de parité, ou en tout cas d'améliorer la représentativité des femmes et des personnes non-binaires donc dans la scène de l'industrie de la musique électronique. Mais ce qu'on se voit, c'est qu'il y a peut-être des formes de discrimination positives qu'on peut constater. Souvent, les femmes font les premières parties, donc il y a la tête d'affiche qui est souvent un homme, mais elles font les premières parties pour réchauffer la salle. Donc ça, c'est quand même, oui, elles sont présentes, on les voit, elles sont visibles, mais elles sont pas, on met pas autant l'importance sur leur musique, leur production. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en faisant les premières parties, elles doivent donc réchauffer la salle d'une tête d'affiche qui a un certain genre musical, mais qui est souvent pas le même que celle des femmes DJ, par exemple. Donc, elles doivent souvent s'adapter pour fitter aux attentes du public, parce que leur but, c'est de réchauffer la salle. Alors, pourquoi, on s'est posé la question, pourquoi les femmes n'ont-elles pas les mêmes chances de réussite que les hommes? Et enfin, on peut voir qu'il y a certaines discriminations qui sont faites sur la base du genre. Souvent, on entend « Ah, tu joues bien pour une femme DJ », mais on s'entend que l'oreille ne fait pas de différenciation genrée. Okay? Donc, est-ce que c'est de la bonne musique ou est-ce que c'est pas de la bonne musique? Donc, on voit vraiment comment les biais de genre peuvent transparaître dans ces milieux-là. Après, ce qu'on a pu voir, oui. À partir de ces constats assez clairs, on a eu une question de recherche, donc comment les femmes et les personnes non-binaires, DJ et programmatrices, naviguent-elles dans l'industrie de la musique électronique? Et donc, on a fait vraiment une enquête sur le terrain, sur le dance floor, et ça nous a amené nous-mêmes à témoigner ou même à vivre des situations atypiques pour un travail aussi un peu atypique. Donc, ça peut être des situations, on va les expliquer par la suite dans les résultats, mais qui sont liées à tout ce qui est la question du harcèlement sexuel ou tout ce qui est comme, par exemple, la notion de la consommation des substances. On est vraiment dans des contextes festifs. Donc, oui, c'est un travail, mais on voit que les contextes sont différents que, par exemple, en contexte diurne. Alors, on s'est demandé c'est quoi les principaux enjeux et défis qui sont liés à la conduite d'une recherche la nuit. Et plus généralement, finalement, on s'est demandé c'est quoi que ça fait de travailler la nuit en tant que femme. Donc, au niveau de la fatigue, au niveau de la vulnérabilité ou la surcharge émotionnelle que ça peut impliquer. Alors, ça nous a demandé aussi de nous poser la question de comment est-ce qu'il y a des dimensions peut-être affectives et sensorielles qui sont liées au travail de nuit, qui doivent être prises en compte dans la méthode ethnographique. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est d'abord focalisé sur des épistémologies féministes pour voir un petit peu la différenciation genrée. Donc, évidemment, DJ, c'est un métier qui est traditionnellement masculin. Donc, on a essayé de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Alors, souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que les personnes subissent ce qu'on appelle de l'injustice épistémique. C'est en fait un préjudice qui est porté sur les connaissances, les compétences, les expériences d'une personne à cause de préjugés qui sont liés à son identité sociale. Là, clairement, souvent, les femmes DJ se faisaient poser la question « Vous mixez ou vous produisez vraiment de la musique? » C'est-à-dire que souvent, quand on produit de la musique, ça veut dire qu'on crée la musique, on est vraiment des musiciens, qu'on a un talent musical. Et donc, quand les personnes posent la question, c'est à savoir si elles font des playlists Spotify ou si elles créent vraiment de la musique. Elle crée de la musique, mais c'est surtout que si on avait demandé, c'est peut-être moins courant qu'on demande ça à un homme, mettons on prend David Guetta, on va peut-être pas lui demander s'il crée de la musique parce qu'on suppose qu'il la crée, puis on peut même se poser la question s'il la crée vraiment ou s'il y a des gens en arrière, des producteurs, des productrices qui l'aident à créer sa musique. Donc on voit vraiment qu'il y a une sorte de différenciation qui sont faites dans les interactions de manière beaucoup peut-être plus insidieuse qu'on le pense. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes DJ souvent sont perçues comme exerçant cette activité-là de manière occasionnelle, dans leur temps libre, comme un passe-temps, plutôt de manière professionnelle. Alors que ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de femmes DJ travaillent à temps plein de manière professionnelle, pareil pour les programmatrices.
On a vu aussi qu'au fur et à mesure du temps, on s'est intéressé beaucoup à l'ethnographie affective parce que c'est un milieu qui, justement, en contexte de nuit, il y a une sorte de surcharge. C'est affectivement surchargé. Il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi la présence de plein d'éléments qui nous demandent à chaque fois, qui nous font vivre une certaine surcharge émotionnelle, même parfois. Et ce qu'on a vu, c'est que pendant qu'elles travaillent, elles sont affectées par beaucoup d'autres choses. Des interactions avec des personnes, justement, un peu atypiques, là, en contexte festif, dont on va vous présenter un peu plus des illustrations concrètes. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y a vraiment une tension entre le fait de paraître bien et de devoir performer sur scène, comme on le fait maintenant, mais qu'après ça, de ressentir des choses en coulisses, des relations avec le manager qui, a tendance à faire... il peut y avoir certaines situations discriminatoires, par exemple, en tant que femme. Donc, c'est ça qu'on a dû prendre en compte. Et enfin, on a mobilisé une méthodologie aussi plus sensuelle parce qu'on s'est rendu compte, sensuelle au sens de sens, en termes de développer des savoirs incarnés en tant que chercheuses qui mènent des recherches, en fait, sur le dance floor, parce qu'on ressentait beaucoup de choses, des vibrations, choses qu'on ne ressent peut-être moins en contexte de jour. Et donc, Samantha Warren, en fait, est une professeure en Angleterre qui est aussi DJ, qui fait ça comme à double emploi. Et donc, elle demande à ce qu'on soit attentive à tous nos sens. Alors, je vais vous énumérer tous les sens possibles, là, mais vraiment prendre en compte le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, la vue. Donc, ne pas oublier tous ces sens-là qui sont vraiment mobilisés quand on fait la recherche et quand on doit collecter des données. Alors, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est que ça s'est passé en 2 étapes. Au début, on voulait avoir une sorte de premier aperçu. On a rencontré des femmes DJ et des programmatrices en entrevue comme ça, de manière plus classique. On a fait aussi un focus group où là, on a essayé de comprendre c'est quoi les enjeux et les défis communs. Elles nous ont parlé vraiment du fait que, comme c'est un emploi souvent travailleuse autonome, donc un peu atypique, donc elles se posaient la question de savoir c'est quoi le cachet qu'on doit avoir en tant que DJ. Donc, c'est toutes des questions comme ça qu'elles se sont posées et qui ont amené à avoir une sorte de développer des pratiques un peu de solidarité, de partage d'expérience qui a été très intéressante. Et ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a fait la filature de nuit. Donc, on a suivi des personnes comme ça, dans différents endroits, dans des bars, des salles de spectacle, des nightclubs, même un marché public le jour que Amélie a pu faire. On a assisté aussi à des réunions et un dîner professionnel. Ce qu'on a pu constater, c'est que la filature de nuit, en fait, c'est vraiment différent d'une filature de jour. La filature de jour, c'est par exemple, on suit quelqu'un. Amélie, je vais suivre Amélie qui a une position de cadre, mettons, dans une organisation, puis je vais la voir dans ses activités quotidiennes, donc lors de ses réunions de travail, lors, je ne sais pas, de ses dîners. Et ce qu'on voit, c'est que je la suis, donc, comme si j'étais son ombre. C'est quand même... donc ça peut être très intéressant si vous voulez faire des recherches dans vos organisations. Donc, c'est une très bonne méthode pour mieux comprendre c'est quoi les pratiques, c'est quoi la culture organisationnelle qui est mise en place et qui se déploie dans le quotidien. En contexte de nuit, par contre, ce qu'on réalise, c'est qu'on prend souvent des choses pour acquis. Par exemple, de jour, j'observe Amélie pendant une réunion de travail. Il y a des interactions qui se passent. Moi, je prends des notes avec un carnet, normalement. Donc, j'utilise ce carnet-là. Sauf qu'on prend en compte plein de choses, mais c'est des choses qu'on prend pour acquis. Par exemple, puis là, je vais demander à Jean-François donc de faire, c'est ça. Filature de jour, on prend pour acquis, par exemple, que la lumière, ce sont des néons, donc il n'y a pas de problème de lumière, on voit bien. Sauf qu'en contexte de nuit, c'est vraiment différent parce que là, il y a peut-être plus de lumière, où il y a des effets stroboscopiques. Donc, si on veut prendre des notes avec un carnet, je vous invite à l'imaginer, mais c'est quasiment impossible. Aussi, il y a une autre chose, c'est que souvent, on prend aussi pour acquis que dans les salles de réunion, il n'y a pas beaucoup de son, ou en tout cas, on s'entend bien, on entend bien les interactions. En contexte de nuit, vous allez voir, c'est un peu différent. Alors, vous comprenez que, par exemple, si on doit observer des interactions où on n'entend pas toutes parce qu'il y a la musique en arrière. Des fois, c'est pas juste la musique, c'est des nuisances sonores, c'est des gens qui crient, c'est des gens qui font « wouh ». Donc, ça devient un peu compliqué là, de faire de la recherche de nuit. Vous voyez?
Alors là, c'était Kraftwerk, mais imaginez donc des femmes DJ en train de faire ça. Alors, c'est pour ça que là, ça a été vraiment un défi pour nous concrètement et c'était important de vraiment intégrer aussi cet aspect-là de la recherche parce que c'est vraiment, on oublie que c'est une expérience. Travailler de nuit, autant en tant que chercheuse que DJ, programmatrice, c'est une expérience en soi. Et là, pour le coup, c'est une expérience extrêmement immersive. Et donc, nous, on a suivi 3 profils, enfin 2 DJ, une programmatrice. Ce sont leurs vraies photos. On a eu leur accord, on a anonymisé leur nom. Mais donc, on a décidé de suivre 2 DJ, une DJ à temps partiel, qui, elle, travaille aussi dans un organisme pour défendre les droits de personnes qui ont une certaine maladie. Et c'est vraiment une mission sociale qu'elle se donne, que le soir, elle veut promouvoir le fait qu'elle-même, comme elle a cette dite maladie, elle est capable de travailler comme DJ. La nuit. Casablanca, donc elle, c'est une DJ à temps plein. Elle fait une carrière internationale. Donc, on l'a suivie dans différents contextes. Et Shapiro, donc, c'est une programmatrice qui essaie de promouvoir les femmes DJ, que je vais vous reparler tantôt. Mais ce qu'on comprend, c'est que donc, nous, quand on a dû faire la recherche de nuit dans le dance floor, on a dû utiliser, donc, non pas un carnet, mais on utilisait notre téléphone. Parce qu'au début, on utilisait un carnet ou on utilisait même une sorte d'iPad, mais tout le monde venait nous voir. Et t'es comme, mais qu'est-ce que vous faites? Tout le monde danse, puis vous êtes avec votre iPad. Fait qu'on a décidé de finalement prendre des notes, puis juste sur le téléphone, mais vous comprenez que la plupart des gens, il y en a, en fait, on continuait, des personnes venaient encore nous voir, mais c'est plus parce qu'on passait notre temps à texter des gens. Non, on faisait de la recherche, mais donc vous comprenez que c'est un peu différent, là, comment ça se fait. Vous avez donné vos cours le lendemain matin? Oui, on va vous raconter ça. C'est ça. Donc, vous comprenez maintenant que ça implique quoi de travailler la nuit? Alors, on va vous faire part de toutes les expériences qu'on a pu vivre. Alors, moi, je vais prendre la voix des programmatrices et des DJ, et Amélie va prendre la voix de nous en tant que chercheuse. Donc, déjà, on a vu que travailler de nuit, il y a la question de tous les enjeux de, j'ai appelé ça drogue, sexe et électro, parce qu'il y a la notion déjà des substances. En contexte festif, c'est plus peut-être légitimé de consommer certaines substances, donc ça peut être l'alcool, par exemple, ou d'autres choses. Mais bon, on s'entend qu'en contexte diurne, il n'y a peut-être pas cette question-là. Mais pour les femmes DJ, les programmatrices, c'est une question qui est assez importante pour elles, parce qu'il y a une sorte d'invitation à consommer, par exemple, de l'alcool pour faire une bonne performance, OK? Donc, il y a une situation qui est arrivée où il y a le manager de Casablanca qui... en fait, on était dans une salle de spectacle qui ferme plus tard que 3 heures du matin, parce qu'il faut savoir qu'on faisait des... Ah, il reste 5 minutes, OK. Et donc, là, l'agent nous dit, en fait, on a une bouteille, mais s'il y a de la vodka dedans, donc servez-vous. Donc, dans la console, prenez du Red Bull en bas. Fait qu'on s'entend que c'était déjà normalisé comme pratique, que même s'il n'y a plus d'alcool vendu après 3 heures du matin, toutes les personnes qui travaillent dans le D-Night Club ont accès donc à l'alcool toujours. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il peut y avoir certains incitatifs à l'alcool, dans le sens où, pareil, le manager, dans une autre situation, a vu que la femme DJ a mis un verre pour la femme DJ alors qu'elle en avait déjà un autre de plein. Fait qu'on s'entend que, par exemple, dans un bar, quand on comprend que quelqu'un a encore un verre plein, on ne va pas lui en servir un autre. Il y a aussi toute la question de travailler comme femme DJ. Les femmes DJ, vous comprenez, font les premières parties. Donc, il y a la question du bruit et des nuisances, parce qu'en première partie, les gens souvent arrivent, début de soirée, ils vont parler avec d'autres personnes dans la salle, c'est normal. Mais donc, elles sont habituées à devoir gérer les bruits. Donc, à devoir faire des crescendo pour que, justement, les gens puissent se parler, mais en même temps qu'elles puissent aussi diffuser leur musique. Ce qui arrive aussi, c'est les nuisances sonores. C'est que ce que j'ai pu constater dans le boot, donc avec la console, la femme DJ, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent venir des fois faire du bruit, rire, mais sans même elles ne connaissent pas la DJ. Et c'est vraiment perturbant. C'est vraiment une nuisance sonore parce que la DJ est en train de travailler. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que quand c'est une femme, c'est plus correct les gens s'autorisent plus. Après, je vais laisser la parole pour la partie des chercheuses. Voilà.
Donc, pour ce qui est des substances, pour se mettre dans la foule, on s'est posé la question s'il fallait se consommer, en fait. Donc, oui, on peut consommer pour rester réveillé. Notre journée commençait des fois à 3 heures ou 9h30. Habituellement, on se couche à 9h30. Donc, puis on avait des jeunes enfants à la maison. Donc, notre nuit était assez courte, en fait. Puis aussi, comment se protéger de certains abus. On est dans un endroit festif, il y a de la drogue, de la sexualité aussi. Donc, nous, en tant que femmes, on a vu certaines situations. Donc, on se posait ces questions-là. Comment faire de la recherche pour s'immerger? Donc, oui, on a pris un gin tonic pour se réchauffer un peu, pour être dans la foule avec la DJ, en fait, pour passer inaperçu aussi. Oui, donc rapidement, parce que le temps est limité. Donc, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a des situations sensibles. On ne sait pas si c'est problématique. Vous comprenez qu'on n'est pas dans des conditions optimales pour faire de la recherche, mais on a pu voir certaines insights qui nous montrent que, ben oui, effectivement, il y a des biais de genre, il y a même de l'injustice épistémique, comme je vous l'ai montré tantôt. Juste 2 petites captures, quand même des vignettes intéressantes. Il y a une situation où le manager de Casablanca disait, par exemple, que Casablanca était so good. Puis là, moi, j'ai dit, oui, ben, bien sûr, elle a du talent, mais là, il était comme, yeah, avec un clin d'œil. Donc, est-ce que elle est vraiment talentueuse pour sa musique ou pour son physique, par exemple? On sait que c'est son manager, donc on veut, souvent, c'est pour la motiver, mais c'est aussi les perceptions qu'il voit du public. Donc, tu sais, c'est bien le genre-là où c'est un peu difficile à discerner ou à interpréter. On a pu aussi, les femmes DJ, vivre des situations, par exemple, d'injustice épistémique. Rapidement, la situation dont je parle, c'est qu'il y avait Gatsby qui faisait une sorte de DJ avec son collègue, donc Gilles. Et ce qu'on voit, c'est que Gilles est parti de la console. Là, elle a comme pris sa place. Elle était toute heureuse. Elle a mis sa propre musique. À un moment donné, il y a un technicien qui est venu pour lui mettre du brouillard sans lui demander son avis. Tu sais, peut-être que c'est difficile de parler, mais on s'entend que normalement, un technicien, enfin, minimalement, tu sais, Jean-François, s'il prend mon micro présentement, ça sera peut-être un peu mal vu. Fait que c'est ce qui s'est produit. Puis après, quand Gilles est revenu sur le boot, il a pris sa place, et donc la DJ s'est tassée, mais on comprend qu'elle lui a laissé la place, alors qu'en fait, on s'entend qu'elle est tout aussi compétente que l'homme. Donc, c'est toutes des situations comme ça qui sont vraiment difficiles, des situations sensibles. Il va falloir conclure. Mais juste au niveau de l'immersion, en fait, j'étais une jeune chercheuse à cette époque-là. J'avais lu dans la littérature le syndrome de Jesus. La foule devient en communion avec la DJ. Au début, je restais à part. Je voulais pas m'immerger, mais avec le son, avec tous mes sens qui étaient surstimulés, mais je me suis laissée aller, en fait. Donc, notre question, en fait, l'ethnographie, on la ressent, on est submergé par les sens, donc on s'est imprégné davantage, en fait. C'est ce qu'on s'était rendu compte. Pour conclure rapidement, c'est que là, en fait, on a pu voir un peu les enjeux et défis de comment résister dans ce milieu-là. Donc, on pourra en parler dans les questions, enfin, dans la période de questions, mais donc ça permet aux femmes de aussi développer des pratiques de résistance, donc qui sont collectives. On a pu le voir rapidement, une situation, donc 3 DJ qui jouent le même soir. À un moment donné, il y a un DJ masculin qui voudrait faire un after dans ce bar-là. Le propriétaire dit alors aux 3 femmes DJ, tassez-vous parce qu'il y a un homme, il y a un DJ qui s'en vient, qui vient de faire pique-nique électronique. Et là, les femmes, en fait, ont décidé de refuser de partir. Donc, vous voyez que c'est comme ça, elles se sont concertées et c'est vraiment, ça amène à des choses claires, là, des pratiques claires de résistance. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il se développe des réseaux de solidarité. Par exemple, Shapiro, dont vous avez vu pendant la pandémie, a décidé d'ouvrir son salon pour faire des live streams pour que les femmes DJ puissent jouer. Et donc, ça aussi, ça lui a... là, en ce moment, elle projette de faire une organisation dédiée aux femmes DJ. Donc, vous voyez qu'il y a des choses comme ça, pratiques, qui peuvent se mettre en place. On a aussi des questions, des nouvelles perspectives. On lance des questions de même. Donc, au niveau des
des enjeux et défis, la question de on se met en danger en tant que femme. Aussi, on voyait comme sentir les limites entre le travail et le divertissement, puis aussi la question de travailler sous pression. Puis en tant que chercheuse, ce qu'on voit, c'est on ressentait en fait des choses quand on faisait de la recherche. Donc, ça demande à comme développer des méthodes qui sont adéquates aussi, comment penser des méthodes qui permettent de bien capturer des savoirs incarnés. Puis enfin, on a aussi capturé des données en mouvement. On était constamment en train de changer, d'être sur le dance floor en arrière. Donc, comment est-ce qu'on prend en compte plein de dimensions à la fois humaines et non humaines dans les méthodes ethnographiques? Merci beaucoup. Merci à toutes pour ces communications fort instructives et dynamiques, j'ajouterais. Et on a 15 minutes, Véronica? 20. 20? Parfait. Alors, je vais tout de suite passer la parole à la salle, parce que dans le fond, hein, ce colloque est vu comme un moment d'échange. Et donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à suggérer des interrogations. Oui. Bonjour, Marielle Lapointe, SIAFT. Moi, je suis très, très interpellée par le travail que les chercheurs et les personnes qui interviennent sur le terrain font au niveau de l'intégration des femmes dans les métiers majoritairement masculins, et ça depuis longtemps. Et j'ai une nouvelle préoccupation, en fait, depuis peu. J'ai été interpellée personnellement et dû mon rôle au SIAFT dans la nouvelle mouture d'analyse du programme d'accès à l'égalité pour les femmes dans l'industrie de la construction qui est en processus de renouvellement. Et on nous a interpellés comme personnes spécialistes de la question des femmes en nous posant quelques questions qui m'ont fait un peu friser, dans le sens que on nous demande à nous notre évaluation des mesures qui ont été mises en place, alors que, selon moi, ce serait vraiment une responsabilité de la Commission de la construction du Québec et de l'industrie d'analyser leurs propres mesures et en prévision, évidemment, d'en faire des meilleures ou de continuer celles qui sont les plus performantes. Alors, je me pose vraiment la question comment les chercheurs et les chercheurs et les filles de terrain comme moi, en fait, pouvons-nous faire de la pression, en fait, ou pouvons-nous, en fait, contribuer à cette analyse des mesures qui sont mises en place pour faire avancer la cause, en fait. Comment on peut se mettre ensemble pour faire ça? Merci. Est-ce que l'une d'entre vous veut suggérer des pistes? Sophie, peut-être? Bon, merci pour la question. Moi aussi, ça me fait friser, vous avez vu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais moi, je pense que la pression... Dans le milieu de la construction, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on veut faire des changements, ça interpelle une multitude de parties prenantes. Hein? Puis le milieu de la construction, là, c'est un bon exemple. Quand je donne mon cours, là, je fais toujours faire la cartographie parce qu'il y a la CCQ, il y a le gouvernement, il y a la CNSST, il y a les syndicats, il y a l'association patronale. Il y a à peu près... Hein? Puis c'est extrêmement difficile de faire des changements quand que les gens disent « Ouais, mais moi, je veux le faire, mais mon syndicat ne veut pas. » Ou « Je veux le faire, mais la CNSST n'a pas tel... » ou le gouvernement n'a pas tel... ou la CSQ. Ça se renvoie beaucoup la balle. Puis le secteur de la construction, c'est un bon exemple. Les programmes d'accès à l'égalité dans la construction, force est de constater que ça marche. Ils ont même... c'est mieux que rien, là. Hein? Moi, je ne suis pas en train de critiquer ça, au contraire. Ils ont même... ils donnaient de l'argent aux chantiers qui recevaient des femmes pendant une année ou deux. Hein? Puis, ils donnaient des sommes pour intégrer des femmes. Fait que les employeurs avaient ça. Puis, quand ça finissait, les femmes partaient. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Tu sais, comme... On donne l'argent, puis une fois que c'est fini le programme, les femmes partaient, puis il n'y avait plus d'argent, puis ils arrêtaient. Moi, je pense que pour ça que je me dis, c'est les chantiers qui doivent
faire quelque chose. Il faut mettre l'accent, il faut travailler avec eux autres. On aura beau mettre la CCQ, il faut qu'ils travaillent ensemble pour trouver des solutions, puis que ça se passe sur le terrain avec des vrais changements. Fait que oui, on peut commenter ce qui se fait, puis tout ça, mais je pense qu'il faut faire autre chose, premièrement, puis il faut travailler sur... Moi, en tout cas, j'avais réussi, quand on avait fait la recherche, on avait 2-3 entreprises qui étaient prêtes à s'asseoir avec nous, puis à regarder comment on pouvait être accompagné pour faire des changements. Puis, bien, ça n'a comme pas continué. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc, il y a comme... on fait beaucoup d'études, beaucoup de choses, mais, tu sais, concrètement, là, c'est peut-être de leur... de demander sont où les chantiers de construction, sont où les entrepreneurs, les donneurs d'ouvrages dans ces tables-là, puis qu'est-ce qu'ils font concrètement? Il y en a qui font des choses. Puis il y a des femmes qui dirigent, moi, il y en avait 2 femmes directrices de chantiers de construction, de donneurs d'ouvrages qui étaient prêtes à travailler avec nous. Il y a un gros réseau à les ailes de la construction. Hein? Ils connaissent les solutions, là. Ils le savent. Puis, nous, ça revenait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la culture du chantier. Culture du chantier. Puis, on parlait tout à l'heure, vous le disiez, Diane, il y a des hommes là, qui sont tannés de travailler dans cette culture-là. Mais ils n'osent pas le dire parce que ça ne change pas. Puis, ils n'osent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas se faire dire par les autres gars, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » tu sais. Fait que c'est extrêmement difficile. Fait que ça prend... En tout cas, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense qu'on n'a pas une réponse, mais... Moi, c'est ce que je recommanderais beaucoup de Puis les comportements, c'est pas pour rien, hein, les comportements, là. Tu sais, quand on rentre le matin puis on se fait dire qu'on n'est pas assez forte, moi, il y a des femmes qui m'ont dit, on arrive avec des nouvelles façons de faire, on se fait critiquer parce que là, on a changé... les gars, ils ont l'air bizarres, là, parce qu'on arrive avec une nouvelle façon de faire. Puis là, ben nous, fait que là, ils se font critiquer. Après ça, le midi, quand ils mangent, ben ils rouvrent leur boîte à lunch, puis je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Après ça, les pompières, là, les femmes viennent pour remettre leurs bottes. Les bottes, on ne sait plus les mêmes bottes. Ils ne rentrent plus dans leurs bottes. Tu sais, c'est ça, là, à longueur de journée, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est là qu'il faut que ça change aussi, hein, les comportements à tous les jours, parce qu'après une couple de jours, là, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, je mets ça peut-être au pire, là, mais je pense que fait que c'est chaque comportement des personnes aussi qui doivent changer. On a beau faire une belle politique, une belle loi. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler directement. Merci. Je vais laisser. Je pourrais rajouter, en fait, pour être précis, comment faire pour évaluer. Bien, il faut faire avec les femmes. Puis, je pense que ce n'est pas l'employeur qui est nécessairement le meilleur. Pardon? Non, mais c'est ça. C'est parce que le problème, c'est qu'ils sont biaisés parce que c'est eux qui sont supposés les mettre en place. Donc, la meilleure façon d'évaluer les mesures, c'est de faire avec, mais pas juste avec elles. On a tendance à oublier, mais de faire avec eux aussi. Parce que si on veut changer une culture, il faut le faire ensemble. Il faut travailler, il faut inclure les hommes avec qui ces femmes-là travaillent. Il faut faire ensemble cette évaluation-là. Action Travail des femmes le fait beaucoup avec le monde syndical pour ce qui était l'école bleue, hein, si je ne me trompe pas, Laurence. En fait, souvent, c'est de passer avec les gens qui sont sur le terrain parce que dans leur tour d'ivoire, ça va toujours bien. Ben, il faut être aussi très, très conscient qu'on a affaire à des bastions de la masculinité. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a toute cette notion-là aussi qu'il faut déconstruire. Et vous avez parlé toutes les deux, entre autres, de préjugés inconscients. Et là, on retourne au ABC, finalement, de la sociologie ou des études féministes. C'est-à-dire qu'il faut complètement reconstruire sur les représentations sociales et aussi sur ce que ça représente d'être un homme fort. Parce que, dans le fond, on déconstruit aussi un univers. Et c'est certainement pour ça aussi qu'on y a tant de résistance. Dans les pompières, là, maintenant, là, les équipements peuvent être beaucoup plus légers. C'est avec les nouveaux... Vous le savez, vous achetez des vêtements de sport, là, c'est rendu hein, léger. Mais c'est la personne qui travaillait là-dessus, elle me disait, ils ne veulent pas. Parce que dans leur travail, il faut que ça ait l'air...
qu'il ait l'air fort, il faut que ça ait l'air. Fait que les gens sont résistants même à changer les équipements. Fait que, tu sais, c'est pour dire, là, ça va loin, là. C'est profond. Puis même à la raffinerie, par exemple, quand on a embauché des femmes, les gars ouvraient les valves qui étaient pas encore toutes automatisées, des grosses valves de 36 pouces, là. Puis il était question qu'ils faisaient ça en main. Les filles ont arrivé, puis c'est pas vrai qu'on va ouvrir ça en main, là. Ça existe, les wheel wrench, en fait, des tourneurs de roues. Puis on a demandé des wheel wrench partout. Puis comme par magie, les accidents de travail au dos ont diminué de 350 %. Eh bien! Okay. On aurait 2 autres questions en salle. À la maison, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat aussi. Donc, une première question ici. Et je pense que ça ferait le tour des questions. Non, il y en a une en avant aussi. Il y en a une troisième. OK, alors on va faire le plus vite possible. Est-ce qu'on pose les 3 questions, puis on... Il y en a une en avant, j'ai vu là 2, 3, 4e. Ouais. Si vous êtes capable de faire des questions très rapides, on peut peut-être toutes les prendre, puis par la suite, vous pourrez y répondre. Ça nous donne le temps. Parfait, super. Merci. Bonjour, Susana Ponte Ribera du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes de Montréal, du Comité Femmes. Donc, le CTTI fait de la défense individuelle et collective des droits des personnes immigrantes et migrantes, surtout des personnes qui ont des statuts précaires, c'est-à-dire temporaires, et des personnes sans statut. C'est la même chose pour le Comité Femmes, où il y a beaucoup de femmes sans statut d'immigration, donc des femmes dont les droits sont bafoués, elles sont exploitées de différentes façons. Mais quand même, elles s'unissent et elles luttent au sein de ce comité. Et puis, il y en a quelques-unes qui ont suivi la formation sur le santé-sécurité sur le chantier, sur les chantiers de construction, dans le but d'accéder à la profession, à des métiers de la construction. Mais on sait maintenant qu'il va y avoir un projet pilote lancé par le programme fédéral dont les critères n'ont pas tous été rendus publics, mais on sait sûrement que le Québec va vouloir se retirer de ce programme. Donc, voilà, on cherche des alliés pour cette lutte et j'ai entendu qu'il y a beaucoup de syndicalistes dans la salle, mais je ne sais pas si les panélistes ont des pistes de solutions ou des commentaires à ce sujet. Merci. Merci. Je vous rappelle qu'il y a une discussion à la fin du colloque, donc je vous invite à rester et on va pouvoir développer davantage des questions qui ne seront pas répondues. Il y avait une question ici. Oui. Bonjour, Audrey Clément, réalisatrice et chercheuse à l'Université de Montréal. Je ne connais pas encore très bien le système québécois, je suis arrivée très récemment, mais j'étais interpellée par cette différence salariale d'environ 100 000 $ entre hommes et femmes dans le secteur médical. Et ça m'a tout de suite posé une question, c'était celle des variables. À savoir, est-ce qu'on parle du secteur public ou privé, ou des deux? Et est-ce que, parce que dans le privé, c'est beaucoup plus libéral, mais est-ce que dans le public, il y a des barèmes salariaux qui feraient qu'on ne pourrait plus avoir finalement cet écart monumental entre hommes et femmes à poste égal, à horaire égal, travail égal en fait? Excusez. Il en reste juste 2. Je vais faire le tour. Bonjour, enchantée. Émilie Proto-Dupont, ENAP, maman de 4 enfants. Et Madame Gagné, vous m'avez particulièrement interpellée quand vous avez parlé qu'il y a peut-être un travail en amont à faire dans le milieu de l'éducation pour permettre aux jeunes femmes, aux filles, d'être intéressées à des domaines traditionnellement masculins, notamment le rapport aux mathématiques.
ma question est la suivante. Est-ce que les panélistes ont des pistes réflexives sur qu'est-ce qui pourrait être fait en amont, notamment dans le milieu de l'éducation, pour permettre d'inciter les femmes à s'intéresser au milieu traditionnellement masculin? Je ne peux pas m'en empêcher. Je vous raconte une courte anecdote. Je révise avec ma fille le manuel scolaire de planification financière. C'est un cours qui est offert maintenant dans toutes les écoles secondaires au Québec. Et dans le manuel, il y a une bande dessinée où le jeune homme dit qu'il est bon en mathématiques, qu'il va étudier comme planificateur financier, et la jeune fille ouvre son casier avec des dessins de licorne et dit qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie, qu'elle ne sait pas comment financer les études et qu'elle est bonne en dessin. Ça m'a renversée. Voilà. Merci. La dernière question. Oui, bonjour, Chantal Maillé, co-directrice du RECEF. Je voulais demander à Sophie et à Diane, parce que toutes les deux, vous avez donc parlé de ce concept dans vos présentations. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour l'EDI? Est-ce que, parce qu'on sait que c'est un concept qui fait beaucoup jaser et même qui a été extrêmement politisé récemment dans le contexte américain, ceci dit, donc, dans cette optique de changement, dans cette optique de transformation, de faire avancer les choses, est-ce que vous croyez que l'EDI demeure un outil pertinent et efficace? Merci. Alors, nous avons 4 questions et nous avons 4 panélistes. Alors, je ne sais pas si elles vont toutes vouloir répondre à la même question, mais je vais faire le tour de nos panélistes. Alors, je vais commencer par toi, Sophie Aubout. Je ne sais pas si je peux répondre aux 3-4 questions. La question sur la construction, je pense, en tout cas, c'est sûr que pour les personnes immigrantes sur le secteur de la construction, que ce soit les femmes, hommes, c'est problématique. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est ça qui me fait rire un peu quand on dit la force physique là, des hommes africains, hein, dans nos stéréotypes, là, ils sont forts, hein? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans les chantiers? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas policiers? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas pompiers? Posez-vous la question. Là. Donc, quand je parle qu'il y a des barrières pour les femmes, il y en a aussi beaucoup pour les personnes immigrantes, là, à qui on met beaucoup le fardeau de s'adapter. Hein? Anna, vous avez choisi de venir au Québec. Adaptez-vous, là. Non, mais qu'est-ce que nous, on fait pour les aider? Là? Je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Donc, la problématique, elle se pose, puis elle est importante, encore plus avec des statuts précaires. Là. Sur les médecins, moi, je n'ai pas participé à la construction des chiffres. Je les ai juste reçus. Donc, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails, là, malheureusement. Je pense que c'est le secteur public. Est-ce que c'est le secteur privé? J'en sais pas, mais je suis certaine que c'est le secteur public. Là. Donc, la façon dont les chiffres ont été produits. Et la façon dont... Ce que ça nous montre, en fait, ces chiffres-là, c'est que moi, je ne le savais pas, là, je vais faire une histoire courte, c'est que quand le gouvernement donne l'argent pour les médecins, on en parle actuellement, hein, on négocie les salaires des médecins actuellement, médecins de famille, c'est qu'ils donnent ça à la Fédération des médecins. Et c'est la Fédération des médecins qui répartit les salaires, les enveloppes selon les types de professions. Donc, on voit que déjà, là, beaucoup de pouvoir à ces gens-là. Hein? Et c'est ces gens-là que l'Association des pédiatres poursuit, entre guillemets, mais a porté plainte en disant, il y a des biais dans la répartition des salaires que vous faites. Parce que pédiatre, par exemple, on le sait, hein, s'occuper des enfants et des familles, ça ne prend pas 5 minutes, là, que faire une intervention qui prend 5 minutes d'une radiographie. Tu sais, là, je ne veux pas porter de jugement. Mais alors, c'est ça, les écarts salariaux vraiment se trouvent là, hein, selon la profession. Si tu prends plus de temps, tu es payé pareil que si tu ne prends pas beaucoup de temps. Puis, hein, qui c'est qui ne veut pas être bien soigné au Québec puis prendre le temps d'expliquer ces choses? Mais bon, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on... Donc, c'est ça qui explique. Les heures travaillées aussi, il faut se le dire, là, les femmes médecins, souvent, quand il y a un congé, ils vont prendre leur congé de maternité, ils vont travailler moins que les hommes médecins. Souvent, c'est des couples à 2 professions de médecins. Donc, qui prend déjà, tu gagnes moins, donc tu vas travailler moins. Donc, il y a la question des heures aussi qui expliquerait les écarts salariaux. Donc, je ne sais pas si c'est sur en tout cas, les impacts qu'on essaie. C'est pour ça que je dis que c'est un bel exemple de discrimination systémique. Là. Sur la question des... si ma mémoire est bonne, sur la question des filles à l'école,
Moi, je pense pas que c'est aux filles avec qui il faut travailler. C'est avec les gens qui enseignent dans les écoles. Puis, parce que les filles, c'est pas vrai qu'ils n'aiment pas les maths. Regardez, nous, on a mené un projet justement financé avec le RECEF au niveau des cégeps. Les femmes en sciences nat sont majoritaires au cégep. S'ils n'aimaient pas les sciences, ils ne seraient pas là. OK? Ils aiment les maths. Mais alors, il faut arrêter de dire les femmes n'aiment pas les sciences, là, parce que moi, je pense que, puis de leur dire que, puis des exemples. Alors, je pense qu'il faut travailler le milieu scolaire. Moi, dans les biens conscients, là, quand j'y reprends, moi, les adultes là, dans les milieux de travail, là, je les vois là où ils ont été formés. Là. Alors, je pense qu'on a un gros travail à faire, travailler dans nos écoles, sur les biais, sur les exemples qu'on donne et tout ça. Parce qu'il faut arrêter de dire aux petites filles, ben vous n'aimez pas. C'est vrai qu'après, hein, là, c'est ça qu'on a les femmes s'en vont beaucoup médecins et pas sciences et génie. Pourquoi? Donc là, c'est vrai qu'il y a des représentations de métiers. Tu en as très, très bien parlé. Les gens, hein, on se font dire, ah, ben t'es plus humaine, va-t'en en médecine, c'est plus concret. Puis en sciences, ben, c'est plus abstrait, il y a moins de femmes. Donc là, on perpétue les rôles. Et c'est là, je pense qu'il faut travailler, encore plus, là, pour les montrer. Puis moi, je pense que, en tout cas, pour faire une histoire courte, pour les gens qui ont des enfants au cégep, là, les orientations de carrière, pas beaucoup de moyens là-dedans, hein? Si tu veux réfléchir comme jeune fille au cégep sur ce que tu veux faire plus tard, là, puis jeune garçon aussi, là, il y a un orienteur pour tout le cégep ou deux, puis ils sont débordés. Moi, j'en ai fait le projet de recherche, on en a rencontré, puis les gens, là, ils n'ont pas beaucoup. Alors que c'est essentiel. Tu es au cégep, là, puis tu veux te poser la question sur ce que tu veux faire, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont disponibles pour t'aider. Il n'y a pas de cours d'orientation de carrière. En tout cas, bref, ça, c'est un peu les résultats que nous, on a trouvés. Beaucoup d'accent à mettre là-dessus aussi, plutôt que d'aller vers des... Et c'est ça qui fait que finalement, les gens choisissent un métier traditionnellement masculin ou traditionnellement féminin. Il y avait une autre dernière, je pense. C'est une quatrième question, mais je pense que je vais... Ah, l'EDI, voulez-vous que... nous, ce qu'on constate en EDI, là, c'est qu'au Canada, actuellement, moi, je travaille beaucoup, on a accompagné beaucoup les universités, les milieux, les organisations, les villes, les hôpitaux en font. Je pense pas qu'ils vont arrêter demain matin de faire de l'EDI. Là, quand ça fait 4-5 ans que tu as fait des diagnostics, tu as fait des plans, que tu as dit à tes gens que c'est important, regardez dans les universités ce qui se fait actuellement. Il y a des comités, il y a des changements. Nous, maintenant, on peut choisir notre identité de genre à l'Université Laval. Je sais que c'est le cas dans d'autres universités. Là, on a travaillé beaucoup sur la pédagogie inclusive, sur les environnements inclusifs. Je ne suis pas sûre que parce que quelqu'un a décidé qu'il avait peu envie d'entendre parler de l'EDI, là, que le monde va arrêter de faire de l'EDI. Moi, c'est mon point de vue. Je ne sens pas sur le terrain qu'il y a des gens qui... Peut-être que les gens osent plus dire le mot, puis il y a des gens qui disent, bien, ceux qui le faisaient juste parce que c'était la mode vont peut-être arrêter de le faire, parce que là, c'est moins peut-être tendance, puis là, il y a des gens qui critiquent ça. Mais je pense que les gens qui le font pour les vraies raisons vont continuer à le faire. Puis l'EDI, c'est pas si nouveau que ça, c'est toutes nous autres, l'EDI. Hein? C'est des gens qui travaillaient dans les études féministes, c'est des collègues qui travaillent pour les personnes en situation de handicap, que ça fait des 20, 30 ans, 40 ans, les collègues qui travaillent en diversité sexuelle aussi, que ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils travaillent là-dessus, personnes en situation de handicap, premier peuple. Je ne pense pas que ces gens-là vont arrêter de faire des recherches sur ces sujets-là. Hein. C'est ça, le DI, c'est cette intersectionnalité de toutes ces disciplines-là. Donc, pour moi, les enjeux demeurent. On l'a vu ce matin. Diane, peut-être que tu veux choisir tes objets de réponse, mais je te cède la parole. Je vais essayer de faire ça bien, bien court. Juste pour les différences salariales, il y a des choses aussi qui expliquent, pas nécessairement pour les médecins, mais comme pour les femmes ingénieurs, c'est que les femmes ne sont pas capables d'aller négocier, ou quand c'est le temps des promotions, les femmes vont appliquer au moment où elles sont 100% certaines d'être capables de faire 100% de la job. L'homme, quand il sait qu'il fait 60%, ben go, il y va. Donc, ça explique beaucoup ça. Pour faire court. Pour les filles, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation en éducation pour les jeunes filles? En fait, le premier pas, c'est de changer dès la maison. Hein, on a le droit d'acheter des voitures, on a le droit d'acheter des jeux scientifiques. Et pour cette année à Noël, là, suite à cette expérience-là, moi, j'ai 6 petits-enfants et j'ai acheté à mes petites filles des jeux de chimie. J'ai acheté à mes petits gars des poupées. J'ai décidé que les parents, ils savaient, et ça a été un succès fou. Mes petites filles adorent ça. Mes petits gars, il y en a un qui n'avait jamais colorié de sa vie, et on vient de découvrir à quel point il est bon.
Ça commence là aussi, au niveau sociétal, mais définitivement, nos programmes universitaires en sciences de l'éducation devraient être revus. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il faut partager les résultats de cette recherche-là. Il faut le dire et le redire que c'est institutionnalisé bien en amont des marchés du travail. Pour le DI, bien, moi, je crois peut-être que le nom va changer parce qu'on a passé des programmes d'accès à l'égalité. On parle de discrimination systémique, mais de moins en moins parce que les gens aiment ça parler frileux. Mais je pense qu'on est quand même dans un engrenage où les gens sont conscients. Puis, on fait face à une pénurie de main-d'œuvre aussi. Fait qu'à un moment donné, là, si on ne les intègre pas, ces personnes différentes-là, bien, on va en manquer de la main-d'œuvre. Est-ce que le nom changera? Est-ce que... Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Je ne suis pas certaine que le nom, puis je suis d'accord avec Sophie. Ceux qui sont là pour le front, pour l'image, eux autres, ça va faire leur bonheur. Mais ceux qui veulent changer pour vrai, puis la chose qui va arriver, c'est que si c'est vrai qu'on change nos programmes d'éducation, si on change nos programmes de formation à l'université, au cégep, si nous-mêmes, en tant que société, on arrête de perpétuer certains stéréotypes, bien, ça va être indéniablement mieux. Mais il faut qu'on... Parce qu'on est quand même plus présente qu'avant dans plusieurs milieux. Là. C'est sûr qu'il y a des milieux traditionnellement masculins où il y en a moins, mais des milieux où on était quand même beaucoup moins avant, on est plus présente. Puis en sciences de l'éducation, c'est là, à mon humble avis, où on est déjà majoritairement beaucoup de femmes, qu'il faut faire le changement dans nos programmes, revisiter nos programmes, incarner ce changement-là à l'intérieur de nos programmes d'éducation. Mesdames, Colline et Amélie? En fait, on va faire court. Je vais répondre avec Amélie, puis je vais vous laisser le dernier mot, Francine. En fait, nous, je vais parler au nom des femmes DJ et des programmatrices qu'on a rencontrées dans le cadre d'un focus group. Qu'est-ce qu'elles voulaient? Concrètement, c'est vraiment un milieu dans lequel il y a beaucoup de travail atypique, donc ce sont souvent des travailleuses autonomes. Donc, elles veulent plus de protection dans ce milieu en termes au niveau des conditions de travail, donc plus de pratiques responsables au sein des différents espaces dans lesquels elles vont se promouvoir. Aussi au niveau, donc simplement de la protection au niveau du comment dire, donc changer les pratiques organisationnelles, la culture qui est mise en place. D'autre part, il y avait beaucoup de manque de transparence d'informations sur les cachets, la rémunération. Donc, c'est vraiment essayer d'établir des conventions collectives ou en tout cas plus claires sur savoir combien est-ce qu'on devrait payer pour les musiciens qui se promeuvent comme ça, comme DJ ou comme programmatrice. Alors, c'est mettre en place un regroupement de, par exemple, femmes musiciennes au Canada, avoir cette organisation-là qui existe, avoir plus d'organisations qui sont dédiées donc à ces enjeux féministes, donc dans le milieu de la nuit en général. Et donc, c'est pas mal ça qu'elle demande pour l'instant. Et en fait, ça, c'est vraiment c'est des enjeux transversaux avec les milieux culturels aussi. Donc, avoir la solidarité des autres personnes qui font partie des milieux culturels en général sur ces enjeux. Voilà. Bien, merci. En fait, on connaît maintenant le diagnostic, mais je vous dirais qu'on le connaît depuis, en tout cas, je suis rentrée à l'université, ou à peu près, quand j'ai écrit L'école rose et l'école rose. Alors, je vous dirais que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir à quel point la réflexion est poussée, mais malheureusement, à quel point les mêmes embûches, les mêmes barrières sont présentes. Et pour répondre à la question de l'éducation, j'aimerais ajouter qu'il y a un immense problème au niveau de l'éducation des éducatrices dans les programmes gouvernementaux, puisqu'effectivement, et peut-être qu'on pourrait en faire la prochaine bataille, parce qu'on en a gagné une, celle de l'éducation sexuelle à l'école, mais il n'y a pas d'éducation féminisme dans le cursus pédagogique du ministère de l'Éducation. Donc, dans le fond, toute cette question de la représentation sociale dont on vient de parler, de la division sexuelle du travail dont on vient de travailler, toute cette question aussi, faut-il le dire, de non-valorisation des métiers féminins. Parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux métiers non traditionnels, mais il y a aussi toute la contrepartie des métiers féminins où ça continue d'être une aberration qu'un gardien de zoo
soit davantage payée qu'une éducatrice en garderie qui a le soin de nos enfants. Alors, dans le fond, moi, ce que je peux vous dire simplement du point de vue où je suis, les statistiques que j'ai ramassées en 1978, elles montrent d'énormes progrès, des progrès incommensurables, mais en même temps, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'il y a encore bien du chemin à faire. Alors, je vous souhaite bonne chance.